raconte qu'au commencement du monde, il n'y avait que l'Elduin. Après avoir créé les landes pour l'entourer et diffuser son éther, il créa les dragons. Au nombre de 4, un pour chaque élément, ils étaient les seigneurs des landes. Il y avait Oros, seigneur de la terre, qui grâce à son souffle permit à l'Elduin d'être bordé d'une immense forêt. Le seigneur de l'eau, quant à lui, souffla sur les plaines et créa le lac de Jade, pour que l'Elduin soit toujours irrigué. Le seigneur de l'air, au souffle si puissant, créa des gigantesques montagnes autour des landes pour les protéger des humains. Le seigneur du feu, le plus puissant et belliqueux, souhaitait dominer le monde. À cause de ces querelles incessantes avec les mortels, des guerres éclatèrent entre les dragons. Ces guerres déchirèrent l'équilibre des landes et mirent en péril la vie de ces êtres immortels. Les seigneurs de l'eau et de l'air furent tués lors des affrontements, laissant le seigneur de la terre seul contre son frère dissident. Chaos, seigneur du feu, ne voulait plus être un gardien de son créateur, sa magie pouvant selon lui servir à un dessein bien plus grand. Dans un ultime effort, le seigneur de la terre créa les Fae, êtres d'éther, dont la vocation serait de protéger l'Elduin. Il réussit à tuer son frère et disparut, anéanti par le chagrin, laissant aux Fae la protection des landes et de l'Elduin. Dans la clairière de la grande forêt d'Oros, vit un peuple pacifique de druides qui prospère au milieu d'autres espèces depuis des milliers d'années. Les druides d'Oros sont connus pour leur maîtrise des éléments. Leur magie, aussi appelée éther, est entièrement dédiée à la protection de l'Elduin, l'arbre mère de la forêt. La plupart des druides sont de race Fae, des êtres humanoïdes pourvus de longues oreilles pointues et à la peau colorée du rose au bleu. Jusqu'à leurs 17 ans, ils étudient la survie, l'histoire de leur peuple, celle des créatures de la forêt. Puis vint le moment de leur répartition, une cérémonie sacrée qui définit, grâce à une lecture de prophétie par l'oracle, l'élément de maîtrise du druide. Certains druides ont le choix entre plusieurs éléments. Ensuite, ils sont envoyés dans leur sanctuaire où ils apprennent à maîtriser leur éther. Les druides de feu sont envoyés au volcan d'Escanor. L'enseignement de l'eau a lieu au lac de Jade. Le sanctuaire de l'air est situé au sommet du mont Stig. Quant aux druides de terre, ils restent dans la forêt car leur sanctuaire est situé au cœur de l'Elduin. Après des années d'enseignement, qui dépendent de l'élément maîtrisé et des talents du druide, ils sont renvoyés dans la forêt où ils vont occuper différents postes qui visent à protéger l'Elduin. Le jour de sa répartition, Eterinia attend avec appréhension dans sa chambre. Étant la fille de 2 druides de terre qui n'ont jamais quitté la forêt, elle a toujours été curieuse de savoir ce qu'il y a au-delà. Eterinia a un grand frère, Valor, qui est parti depuis 2 ans à Escanor pour suivre l'enseignement du feu, la magie la plus complexe à maîtriser. Son départ a été un vrai choc pour sa famille, qui s'attendait à ce qu'il choisisse, comme ses ancêtres, l'élément de la terre. Juste avant la cérémonie, sa mère la prend dans ses bras, comme si elle s'attendait à lui dire adieu, mais elle ne dit rien. Les dirigeants des 4 sanctuaires sont là, autour de l'oracle qui appelle tour à tour les futurs apprentis. Le cœur d'Eterinia fait un bond quand elle aperçoit son frère, aux côtés d'autres futurs druides. Elle lui fait un signe de la main, mais il ne répond pas. L'oracle appelle alors son nom. Elle s'avance timidement près de lui. Imitant les précédents appelés, elle pose sa main sur la prophétie. Une vision s'offre alors à elle. L'Elduin est en train de brûler. Les ombres détruisent tout sur leur passage. Elle se voit, puissante, maîtrisant une lumière aveuglante, chassant l'ombre qui pèse sur l'Elduin, libérant son peuple. La vision s'interrompt brutalement. Aucun élément ne s'est allumé. Prise de panique, Eterinia regarde autour d'elle. Tous les Fae commencent à chuchoter. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, des hurlements retentissent. La lumière du soleil s'assoupit tout à coup. Dans cette obscurité soudaine, apparaissent des ombres meurtrières qui plongent sur l'Elduin,
Le chaos s'abat sur la forêt en quelques instants. Des éclats d'éther volent en tous sens. Les habitants les plus fragiles se mettent à fuir, trébuchant, esquivant comme ils peuvent le danger imminent. Par réflexe, Eterenia pense à se diriger vers son frère, mais quelqu'un la retient par le bras. C'est l'oracle. Il lui dit qu'il faut qu'elle s'en aille, que l'éther a été déséquilibré et qu'elle doit s'éloigner de la forêt. Une ombre fonce droit sur elle. Valor, son frère, la protège, utilisant sa magie du feu pour repousser le danger. Va vers le sud, au sanctuaire de l'eau, ils te protégeront. Elle s'exécute, courant à travers la clairière, esquivant les débris volants, les sorts, passant parfois au-dessus des corps inertes. C'est la première fois qu'elle est confrontée à la mort, et cette perspective est si effrayante qu'elle la pousse à ne pas s'arrêter. Elle ne sait pas depuis combien de temps elle court, mais le silence qui règne à présent lui donne l'impression qu'elle s'est suffisamment éloignée. Les larmes lui montent aux yeux lorsqu'elle réalise qu'elle a quitté la clairière, laissant derrière elle son peuple, ses parents, son frère. Poussée par la quête que ce dernier lui a donnée, elle passe les jours qui suivent à traverser la forêt, en direction du sud. La survie n'est pas difficile, car elle connaît bien son environnement. Pour oublier ce qu'elle a laissé derrière elle, elle s'imagine être l'héroïne des légendes que sa mère aimait lui raconter. S'imaginer que le destin du monde dépend de son périple. Un soir, elle atteint enfin le dolmen des Fae, là où les arbres commencent à se faire plus rares. Elle aperçoit au loin, sous le coucher de soleil, le lac de Jade. Le dolmen est le cimetière de la forêt d'Oros. Quelque chose cloche. Une brume étrange flotte sur le dolmen. Une ombre approche. Un charognard aux babines sanglantes s'approche doucement, prêt à fondre sur elle. Le charognard se rapproche dangereusement. Eterenia n'a qu'un couteau sur elle, mais il ne le sera d'aucune utilité contre cette créature. Elle esquive la première attaque du monstre qui fonce sur elle. Se concentrant, elle tente de générer de l'éther, de se défendre comme elle s'est vu le faire dans la prophétie. Mais ces images lui semblent être aussi abstraites qu'un vieux rêve. Le charognard charge droit sur sa cuisse, l'enserrant de ses crocs acérés, refermant violemment la mâchoire. La Fae hurle de douleur. Du sang s'échappe de sa cuisse. Elle ne peut plus courir. Sa vision se trouble. Elle tente de sortir le couteau de sa poche, mais elle n'y parvient pas. Une lumière l'aveugle, des râles, et puis plus rien. La jeune Fae se réveille, plusieurs heures plus tard, dans un lit très confortable. Pendant un instant, elle oublie même tout ce qu'elle a déjà traversé. Sa jambe ne lui fait plus mal. Le sanctuaire de l'eau, très proche de l'endroit où elle a été attaquée, lui est venu en aide. Il est situé sous l'eau, au milieu même du lac de Jade. Les druides de l'eau sont des spécialistes de la guérison, et pendant les jours qui suivirent, ils apprirent à Eterenia les rudiments de cette forme d'éther. Les archidruides lui parlent d'une prophétie qui se réalise, celle de Chaos, seigneur du feu, le dragon responsable de l'extinction de son espèce. Ce dragon souhaitait détruire l'Elduin pour se libérer et utiliser sa magie à des fins de conquête. Un peu honteuse, Eterenia n'ose pas leur parler de ce qu'elle a vu dans sa prophétie, car elle a l'impression que c'est ridicule. Réveillée en plein milieu de la nuit par des cris, Eterenia réalise que le sanctuaire est attaqué. L'archidruidesse du sanctuaire lui dit de partir avec les autres novices, de traverser le lac et de rejoindre la ville de Lutrane. Eterenia emprunte alors le bateau enchanté avec les autres, tandis que les murs du sanctuaire sont en train de s'effondrer. Quand le bateau quitte le quai, elle voit l'eau s'infiltrer partout, des vagues déferlant sur les druides, les projetant sur les murs. La dernière image du sanctuaire qu'elle garde en mémoire est celle de quelques rescapés qui font signe de venir les chercher, terrifiés par l'attaque. Une bulle protège le bateau, l'empêchant de prendre l'eau. Quand il atteint enfin la surface, cette bulle se perce. Les novices sont apeurés, certains sanglotent. Mais le répit est de courte durée. Une énorme tempête éclate, faisant dangereusement tanguer le bateau.
Un tourbillon apparaît alors à l'horizon. Etherynia choisit de rester avec les novices. Le bateau se dirige droit sur le tourbillon. Des tentacules émergent de l'eau, s'approchant dangereusement du bateau, comme pour l'emporter. Terrifiés, certains novices sautent dans l'eau et sont emportés dans le tourbillon. Etherynia se cramponne, la créature émerge de l'eau et la regarde droit dans les yeux. L'immense kraken semble alors rentrer en communion avec elle. Elle lui demande par la pensée de l'emmener à Lutrane, et la créature s'exécute, entourant le bateau de son gigantesque tentacule, le déposant tranquillement près de la berge. Lutrane n'est plus qu'un marécage brumeux et nauséabond. On aperçoit encore quelques ruines, derniers vestiges du petit village de pêcheurs qu'il était. L'air y est pesant, le silence règne ici, comme si plus aucune vie ne pouvait s'y développer. Etherynia est très mal à l'aise. Il faut à tout prix qu'elle trouve quelqu'un. Elle doit absolument connaître la direction à emprunter pour aller au sanctuaire de l'air, car le mal qui ronge les landes semble la poursuivre. Plus elle passe de temps à chercher, plus l'air toxique du marais lui donne des hallucinations. Elle entend des rires, des chuchotements. Elle a l'impression d'être suivie, mais chaque fois qu'elle se retourne, il n'y a que de la brume. Puis, quelqu'un appelle à l'aide. Mais c'est différent cette fois. Elle se précipite alors vers l'homme qui crie. Il est pris au piège, inséré par une ronce géante particulièrement agressive qui le serre de plus en plus, l'entraînant droit dans l'eau verdâtre. Si elle ne fait rien, cet humain va mourir, sans aucun doute. Il aperçoit la Fae avant que sa tête ne soit précipitée sous l'eau et lui lance « Sors-moi de là, dépêche-toi, sale monstre !» Etherynia n'a pas le temps de prendre ses insultes en considération. Elle doit réagir. Etherynia renonce à utiliser son éther et se met à tirer de toutes ses forces sur les ronces. Les épines s'enfoncent profondément dans ses mains. Du sang coule abondamment. La ronce libère soudain son étreinte, laissant libre l'humain qui s'écroule et suffoque sur le sol. Etherynia ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'homme est sain et sauf, et c'est tout ce qui compte. Il lui explique qu'il est un inquisiteur de l'Empire, parti à Lutrane pour enquêter sur la malédiction de la ville, et que depuis quelques jours, les créatures sont de plus en plus agitées, surtout lorsqu'on se rapproche de la forêt. Elle lui raconte alors son périple depuis le début, soulagée de pouvoir être écoutée. D'un air grave, il dit à Etherynia que ses craintes sont fondées. Il jette alors un petit coup d'œil derrière la Fae, tout en faisant un signe d'approbation. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, un coup violent lui est porté à la tête. Elle s'effondre. Elle rêve d'un dragon. Elle voit l'Elderwin qui brûle. Elle ressent une sensation étrange. De la satisfaction. Sa tête est très douloureuse. Elle se réveille, secouée par les mouvements de la calèche sur laquelle sa cage est installée. Le marécage semble bien loin maintenant. Il n'y a plus qu'une route sans arbres, qui s'étend à travers une prairie qui lui est tout à fait inconnue. Un individu encapuchonné est en train d'attaquer la calèche. L'homme immense qui tire les rênes freine un grand coup, manquant de faire tomber l'acquisiteur qui est assis à ses côtés. L'étranger décoche une flèche dans la tête de ce dernier et engage un combat à l'épée contre le géant. Il gagne sans trop d'efforts, avec une habileté déconcertante. Après avoir dépossédé les corps de leurs biens, il s'approche de la Fae, découvrant sa capuche. C'est un humain assez âgé, le visage couvert de cicatrices, ayant même une partie des joues et des oreilles brûlées. Il libère Etherynia, qui, encore affectée par sa dernière expérience, le menace avec son éther. L'humain éclate de rire et se présente. Il s'appelle Silas et doit se rendre à Ardres pour revendre des objets de valeur. Il dit qu'il a déjà vu des Fae, en ville, des esclaves, mais qu'il ne faisait pas de magie. Elle lui parle alors des druides, et du fait qu'elles doivent se rendre au sanctuaire de l'air. Mais elle a besoin d'un artefact, sans lequel elle n'accéderait même pas au mont Styg. Elle ne pourra pas l'atteindre seule. Il lui propose alors de l'aider, car son acheteuse possède sûrement un artefact de ce genre. Mais deux plans s'offrent à eux pour traverser la ville. Soit il se fait passer pour un esclavagiste qui ramène sa nouvelle prise, soit il passe par les égouts de la ville. Il décide que les égouts sont trop dangereux et préfère opter pour le déguisement. Pendant les quelques jours de marche qui les séparent de Lutrane, ils apprennent un peu mieux à se connaître, même si Silas reste très secret. Grâce à son éther de l'eau,
Etherynia parvient à soigner ses blessures. Les portes de la ville s'ouvrent enfin à eux. Silas embarque Etherynia, à qui il a enchaîné les bras. Mais 2 gardes les stoppent à l'entrée. « Encore une oreille pointue! Celle-là est toute fragile. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ?»« Ce n'est pas n'importe quelle faille. C'est une druidesse. Montre-leur. » Silas tire sur la chaîne d'Etherynia, qui, tremblante, fait apparaître un orbe d'éther bleu dans ses mains. Les gardes sont stupéfaits. « J'embarque la sauvage. Ordre de l'empereur. »« Quoi ? Mais c'est ma prise !» Toute l'éther des Landes appartient à l'empereur. Donc, cette gamine lui appartient. Maintenant, disparaît l'ancien. Forcé de capituler, Silas lâche la chaîne et voit que les yeux d'Etherynia se remplissent de larmes. Leur plan a échoué. Ils la conduisent au palais de l'empereur, un bâtiment complètement surréaliste. En arrivant devant lui, un des gardes frappe Etherynia derrière les genoux et s'écroule devant le trône pittoresque. Elle redresse sa tête, pleine de colère, et voit que l'empereur la regarde. Sur les côtés du trône, il y a 3 faées d'une grande beauté. Elle fait de la magie, votre seigneurie. On l'a vu faire. D'un geste, il fait taire le garde et s'approche d'Etherynia, qui s'est relevée. Il la toise du regard, scrutant chaque parcelle de son visage et de son corps. Est-ce que c'est vrai, sauvage ? Il attrape son menton pour lui redresser la tête et mieux la voir. Elle fait non de la tête. Il la relâche alors. Elle sait que l'Empire s'est installé dans les Landes à cause de l'éther. Elle a entendu parler des foreuses, ces énormes machines qui puisent dans le sol des Landes pour en extraire sa magie. Ils creusent si profond qu'ils abîment même les racines de l'Elduin. Elle est parcourue d'un frisson en pensant à ça. Si les humains parvenaient à maîtriser l'éther qu'ils extraient. Devant le manque de coopération de la faée, les gardes tremblent. L'empereur dégaine alors son épée. Etherynia ferme les yeux, terrifiée. Un cri retentit. Il vient de tuer un des gardes. L'homme gît, baignant dans son sang, tandis que l'autre implore sa gratitude. Cet homme est mort à cause de moi, pense Etherynia. Envoyez-la en prison. Quelques jours de torture devraient lui rappeler comment utiliser sa magie. Les 3 jours qui suivirent furent éprouvants. Pas de nourriture, pas d'eau à part celle d'une flaque croupissante de la cellule. Au lever du soleil, celui qu'on appelle le bourreau vient pour la torturer, jusqu'à ce qu'il soit épuisé ou juste lassé. Après qu'il soit parti, Etherynia se laisse tomber dans sa cellule. Dans un ultime espoir, elle se met à prier. Elle repense aux histoires de sa mère, à l'Elduin, à son contact. Un rugissement terrifiant retentit alors. Sur le moment, elle pense même que c'est dans sa tête. Le mur de sa cellule est alors détruit. Elle est projetée sur les barreaux métalliques. Émergeant des flammes et de la fumée, un gigantesque dragon blanc aux yeux rouges la fixe du regard.